Bonjour à tous, nous sommes le 1er avril, ce n'est pas un poisson, il est 9 heures, vous êtes déjà plus d'une centaine connectés. Nous allons parler ce matin pendant 1 heure du mécénat culturel à l'épreuve de la crise, avec en particulier un retour d'expérience du Louvre. Donc le Louvre va être représenté aujourd'hui par 2 personnes, Mélanie. Alors est-ce que Mélanie, tu veux bien te présenter en quelques mots? Alors bonjour à tous, je m'appelle Mélanie Rodriguez, je travaille au service mécénat du Louvre depuis maintenant 3 ans et demi et je suis en charge du suivi des mécénats et des parrains du musée du Louvre, que ce soit les entreprises, les fondations et les fonds de dotation. Merci. Nous sommes également accompagnés de Jean. Alors Jean, en quelques mots. Bonjour à toutes et à tous. Donc merci pour l'invitation, merci à Nomination d'avoir pensé à nous. Donc je suis aussi au service mécénat du musée du Louvre, mécénat entreprise tout comme Mélanie. Sur plusieurs sujets, on va voir l'organisation juste après, et notamment en lien avec le service d'éducation, démocratisation, accessibilité sur tous les sujets socio-éducatifs. Et donc moi je m'appelle Benoît, je travaille chez Nomination et alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, notre métier c'est produire de la donnée et on fabrique comme ça une base qui permet à nos clients et nos partenaires de pouvoir identifier des prospects potentiels, des acteurs clés dans les organisations. Et on est très heureux de compter le Louvre parmi nos clients depuis maintenant très longtemps puisque le Louvre est client en Nomination depuis 2009, donc une collaboration au long cours. C'est toujours très valorisant pour nous de pouvoir mettre en lumière l'excellence de nos clients. Un petit mot aussi pour remercier le CITEM d'avoir organisé ce webinaire. Alors, 2 points. Pour ceux qui ne connaissent pas encore trop cette plateforme, vous avez un chat en ligne sur la droite de votre écran. Alors, comme aujourd'hui, vous êtes assez nombreux, on a fait le choix d'activer de la modération. Ça veut dire que vos messages prendront quelques secondes avant de s'afficher, le temps qu'on les valide, histoire qu'on puisse un petit peu maîtriser le fil. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On essaiera avec, surtout Jean et Mélanie, essaieront d'y répondre au fil de l'eau. Voilà, nous sommes maintenant plus de 200 connectés. Il est 9h02. On peut se lancer. Donc, Mélanie a un petit souci de bande passante, donc on ne pourra pas voir son visage, mais je vous assure, elle est bien là. Donc rapidement, avant que Mélanie vous passe à la première partie, donc en sommaire, voilà, on souhaite vous présenter notre activité et évidemment notre organisation au sein de notre sous-direction du mécénat, des partenariats commerciaux et de la marque aujourd'hui. En deuxième partie, on va revenir, c'est un peu le sujet aujourd'hui, sur l'année 2020, sur ce qu'on a pu mettre en œuvre face à la crise et comment on a réagi, en tout cas au musée du Louvre, pendant cette période un petit peu compliquée au mécénat. Et en troisième partie, on regardera un peu quelles sont les nouvelles approches de financement, puisqu'on va parler de mécénat, mais de partenariat au sens large, et notamment de diversification des ressources et bien sûr de la marque qui se développe de plus en plus. Effectivement, Jean. Alors, pour commencer, Mélanie, je pense que c'est un peu intéressant que tu nous partages l'organisation de la direction de l'équipe mécénat. Vous êtes particulièrement nombreux et vous avez un périmètre d'action assez large. Alors, comment ça s'organise, Mélanie? Alors du coup, nous on est la sous-direction du mécénat de la marque et des partenariats commerciaux. On est rattaché à la direction des relations extérieures du musée du Louvre et on est vraiment une sous-direction support qui est au service des départements de conservation, mais également des autres directions. Et notre objectif, c'est de trouver des financements pour la réalisation des projets du musée du Louvre. On a effectivement cette particularité d'être assez nombreux en comparaison à d'autres institutions culturelles, puisque notre sous-direction réunit une vingtaine de personnes réparties du coup dans 3 services. Et je vais laisser du coup Jean détailler un peu plus. Oui, donc là, vous voyez trois pôles en dessous, donc mécénat, marque et concession. Marque, c'est nouveau, hein, on l'a rajouté évidemment parce qu'avant on avait plutôt des chargés de mission. Aujourd'hui, c'est vraiment un pôle à part entière avec 2 personnes qui sont à temps plein sur la marque. On y reviendra. Au service du mécénat, il y a beaucoup de personnes, mais qui sont pas simplement sur le mécénat. C'est vraiment ces 3 services travaillent en interconnexion, et les chargés de mécénat sont aussi amenés à travailler sur des sujets plus liés à la marque, au parrainage, voilà, des sujets plus commerciaux. Alors peut-être Mélanie, tu peux un tout petit peu zoomer sur la partie concession? Tout à fait. Alors, le service des concessions, c'est un service très important au sein de notre sous-direction. Donc, lorsque le musée était ouvert, il rapportait près de 10 millions d'euros chaque année. Donc, il gère en fait 3 principaux sujets.
Donc, les concessions de services, qui sont des relations avec des partenaires extérieurs, donc ce sont des appels d'offres qui sont lancés régulièrement pour des exploitations de lieux commerciaux, que ce soit au sein du musée du Louvre, avec notamment la librairie boutique, les restaurants, mais également dans les jardins du Carrousel et des Tuileries, qui sont gérés en fait par le musée du Louvre et qui font partie du domaine national du musée du Louvre et des Tuileries. Et on a notamment, par exemple, les manèges, les trampolines, également les petits bateaux dans les bassins des Tuileries. Le Palais du Louvre, il accueille également en ses murs des occupants qui sont institutionnels. Donc, c'est le cas notamment du musée des arts décoratifs ou de l'école du Louvre, et qui contribuent au musée du Louvre plutôt sous forme en fait de refacturation de charges, comme l'électricité. Et enfin, le service des concessions est vraiment interconnecté avec la marque, puisqu'il s'occupe également d'accorder des licences de marque à nos concessionnaires en leur donnant le droit d'utiliser le nom du Louvre. C'est le cas du Printemps du Louvre ou encore du Carrousel du Louvre, et je vais du coup laisser Jean parler un peu plus de la marque. Alors, juste Mélanie, hein, si tu pouvais, n'hésite pas à rapprocher ton micro parce que ça grésille un tout petit peu. Alors, excuse-moi, je t'ai interrompu. Donc, Jean, on a parlé de la concession. Alors, la marque, aujourd'hui, c'est un élément clé chez vous. Effectivement, donc on va y revenir durant cette présentation sur la marque, notamment dans la troisième partie. Là, c'est pour la présentation du pôle. Donc, comme on l'a dit, il y a 2 personnes à temps plein, mais toute l'équipe est vraiment amenée à travailler sur ces sujets-là de plus en plus. On a besoin d'identifier et de développer de nouvelles ressources aujourd'hui. C'est un levier très important. On l'a vu en 2020, ça nous a porté. Et donc, on développe commercialement la marque depuis 2019. Avec un agent de licence dont on s'est attaché les services, puisque historiquement nos actifs immatériels étaient gérés par la Réunion des musées nationaux. On a commencé à récupérer petit à petit la main sur la marque depuis 2010, puis en 2015. Et en fait, ces 10 dernières années, les collaborations conclues étaient principalement le fruit d'opportunités. Aujourd'hui, l'enjeu pour le musée, c'est vraiment de proposer une stratégie de valorisation commerciale de marque proactive et cohérente avec notre histoire, avec nos valeurs, qui soit à même d'accroître toutes les recettes liées à son exploitation, bien sûr en restant en adéquation avec notre image. L'idée, c'est vraiment de développer commercialement la marque du musée sans la dévoyer. Donc, petit à petit, ces 2 dernières années, on s'est réapproprié les signes distinctifs qui comprenaient le terme Louvre. Pour tout vous dire, il y a beaucoup de marques en fait à l'étranger aussi qui utilisaient le Louvre commercialement, donc on se rend bien compte que si on fait pas ce travail-là, d'autres le feront à notre place. Donc on a vraiment besoin de se réapproprier tout cela. Ça vient de la licence de marque en fait, avec la licence institutionnelle avec le Louvre Abu Dhabi qui date de 2007. Et là, on s'est vraiment rendu compte de l'intérêt de valoriser financièrement nos actifs immatériels. Donc depuis on a déposé nos marques à l'étranger, notamment en Chine et en Asie. Et on s'autonomise vis-à-vis de la RMNGP sur ces questions-là. Alors, on est toujours en master licence avec la RMN sur des sujets de marque et notamment également sur les photographies, mais aujourd'hui, on s'autonomise et on est de plus en plus acteur, en tout cas, de notre développement de marque. Donc, il y a différentes façons de valoriser la marque et on le reverra après, c'est ce que vous voyez en dessous. Évidemment, les licences de marque, les licences en marque blanche ou les licences en co-branding qui sont faites avec nos partenaires aujourd'hui. Vous avez pu en voir passer. Là, on a l'exemple de Casetify avec qui on a fait des coques qui sont toujours en lien avec nos collections, bien sûr. Les produits dérivés des expositions exportées, puisqu'on travaille de plus en plus sur l'exposition exportée. Les master licences qu'on peut faire avec la RMN, donc, on a fait donc en licence institutionnelle avec Abu Dhabi notamment. Tout ce qui est valorisation d'espaces publicitaires, donc on a côté scène, depuis la loi patrimoine de 2016, si je dis pas de bêtises, la possibilité de faire de la publicité, d'offrir vraiment un espace publicitaire à des entreprises. Avant, on le faisait avec des entreprises qui n'étaient pas forcément partenaires. On le fait de plus en plus avec nos partenaires, vraiment par souci de cohérence. L'association d'images, c'est lié aussi à la marque pour le parrainage. Il n'y a pas forcément de produits qui sont liés, mais toutes les questions liées au parrainage, notamment avec DS, avec des entreprises comme Vacheron Constantin aujourd'hui, c'est lié à la marque, ça permet de la valoriser. Et puis après, le service Louvre Conseil et puis les coéditions qu'on peut faire chaque année avec notre service des éditions. Donc. Merci Jean. Alors, je pense que là, on voit bien un peu l'étendue du périmètre d'action de l'équipe mécénat au sens large. Est-ce qu'on peut maintenant peut-être zoomer sur l'offre mécénat et les différents dispositifs que vous actionnez avec vos différentes typologies de partenaires? Peut-être Mélanie, tu veux commencer?
Oui, alors l'offre de mécénat, elle est assez riche. Il y a plusieurs moyens en fait de s'associer au musée du Louvre. Donc à côté des fonds et des sociétés que va présenter Jean par la suite, on a le mécénat direct dont s'occupe vraiment notre service mécénat, qui comprend du coup les individuels, les entreprises et les fondations qui soutiennent soit des projets, soit des cercles de mécènes, ou qui peuvent également réaliser des dons en faveur des campagnes Tous Mécènes dont on parlera plus spécifiquement par la suite. Et en fait, il y a plusieurs formes de dons qui sont énumérées sur la slide. Et cette architecture de mécénat assez riche qui nous permet, nous, de disposer d'un panel d'offres extrêmement large pour prospecter ou répondre en fait aux sollicitations qu'on reçoit. Alors donc de l'autre côté, on a les offres un peu externalisées, si on peut dire. Donc on va commencer par exemple le fonds de dotation, qui est une entité privée avec qui on travaille. Évidemment, on se partage nos données sur nos mécènes et on est d'ailleurs en lien avec les mécènes du fonds de dotation. Il a été créé en 2009 suite à la loi de modernisation de l'économie de 2008 qui a permis justement la création des fonds de dotation. Le musée du Louvre étant le premier musée à l'avoir fait. Il permet chaque année de soutenir de grandes actions du musée. C'est un fonds non consomptible, donc ça veut dire que seuls les revenus du fonds de dotation peuvent être versés chaque année aux opérations du musée. Et donc voilà, là on est sur vraiment du mécénat de long terme. Vous avez aussi la Société des Amis du Louvre, qui est là une association qui travaille au cœur du musée aussi. On est évidemment en lien avec toutes les équipes de la Société des Amis, dont le but est vraiment l'enrichissement des collections nationales. C'est une société qui date de 1897. Il y a plus de 65 000 membres aujourd'hui, donc c'est vraiment un acteur très important pour la politique de fidélisation du musée, qui permet de mutualiser tous les petits dons, les petits et les grands, offerts par le public fidèle du musée, et est vraiment un acteur important aujourd'hui. Et enfin, le dernier axe, c'est tout le mécénat international. Donc 2 personnes dans l'équipe s'occupent, qui est incarné par les American Friends of the Louvre depuis, je crois, 2005, qui est pareil, un acteur important aux États-Unis, qui nous permet de lever des fonds auprès des amateurs d'art et des amoureux du musée. Sinon, il y a évidemment un cercle international et on se tourne de plus en plus vers l'Asie également sur ce cercle-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nos mécènes, donc là je crois que ce sont des chiffres de 2018, mais nos mécènes, ça n'a pas énormément bougé, sont à peu près à 80% des Français, et puis ensuite on a à peu près 10% de Japonais, et ensuite des Américains. Donc voilà, il y a un potentiel vraiment à l'international grandissant, et notamment on s'aide notamment de ces cercles-là. Alors, il y a une question de l'audience, et je le redis, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions et pour qu'on puisse être le plus interactif et le plus intéressant possible. Alors juste, Mélanie, sans t'inquiéter, on va bientôt approcher la barre des 300 personnes connectées. J'espère qu'on m'entend bien. On t'entend suffisamment bien, tout va bien. Question de Didier, quelle est l'offre de Louvre Conseil ? Alors l'offre de Louvre Conseil, c'est plutôt une expertise qui est proposée. Donc on a un service qui est le service de Louvre Conseil et qui répond en fait à des demandes, que ce soit des demandes institutionnelles de musées ou d'institutions à l'étranger, ou à des demandes qui sont plutôt à un niveau étatique. Et c'est notamment eux qui se sont occupés d'envoyer en fait des équipes du musée du Louvre pour former des équipes dans des musées étrangers, mettre en fait à profit l'expérience et le savoir-faire qu'on a au sein du musée du Louvre auprès de d'autres musées nouvellement créés, notamment. Donc, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Jean. Non, le Louvre Conseil travaille aussi avec l'ALIF, l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine, et notamment avec différents musées qui ont été soit détruits, soit impactés, notamment le musée de Mossoul en ce moment. Très bien, je pense qu'on a bien répondu à la question de Didier. On peut peut-être maintenant zoomer un tout petit peu plus sur ce sujet mécénat, les différents, on va dire pas tous les programmes parce que vous en avez beaucoup, mais un petit overview, un petit panorama des principaux programmes peut-être, Mélanie ? Oui, alors du coup, comment nous on s'organise en fait quand on fait une recherche de mécénat? Chaque année, notre sous-directeur il fait le tour des départements de conservation et de direction afin de recenser un peu tous les projets à venir. Et une fois l'ensemble des projets listés, en fait, on les fait valider par notre direction générale pour cibler les projets prioritaires à financer dans l'année.
Donc les programmes de mécénat, ils sont assez vastes. On a toujours des projets qui reviennent annuellement, que ce soit les expositions, les acquisitions, les restaurations, l'émancipation artistique et culturelle, et des projets un peu plus, on va dire, constants, comme les cercles d'entreprise, les cercles des mécènes du Louvre, ou encore le cercle international, qui sont en fait des programmes auxquels nos partenaires peuvent adhérer à différents niveaux de mécénat. Et avec cet argent collecté annuellement, on les flèche du coup vers des projets particuliers. Donc pour le cercle des objets d'art, on va le flécher pour des projets liés au département des objets d'art. Et pour le cercle Louvre Entreprise, on va plutôt flécher l'argent sur des projets pour lesquels on a peut-être eu plus de mal à trouver du mécénat direct ou des sources de financement autres. Et en parallèle, en fait, on a cette double mission qui est à la fois de chercher en fait des nouveaux mécènes, mais aussi de fidéliser nos partenaires. C'est vraiment l'objectif pour nous, c'est de développer une relation interpersonnelle, à la fois avec les équipes du coup de notre sous-direction, mais également plus globalement avec le musée du Louvre. C'est vraiment au cœur de notre métier et pour ça, on s'aide notamment de notre activité événementielle avec des grands événements annuels chaque année, comme le Grand Dîner du Louvre, qui est à la fois un événement du coup de fidélisation puisqu'on réunit nos mécènes, mais également de prospection puisqu'on l'a ouvert à des partenaires qui n'étaient pas avant du coup mécènes du musée du Louvre, et ce qui nous permet à nous de créer un premier lien avec eux avant d'imaginer peut-être des projets pluriannuels sur du long terme. Alors, ton intervention a suscité plein de questions, donc on essaie d'en prendre quelques-unes, et désolé si j'arrive pas à toutes les prendre. Alors, première question de Laetitia, est-ce que toutes les offres de mécénat sont accessibles sur le site du Louvre? Est-ce que vous avez un espace où vous valorisez toutes ces propositions? Tout à fait. Alors du coup, on a lancé notre nouveau site internet du Louvre la semaine dernière. Donc vous pouvez rechercher en fait en fonction de si vous êtes un particulier ou une entreprise. Il est beaucoup plus intuitif et didactif. Donc c'est assez facile maintenant de retrouver nos offres. Et pour chaque notamment offre du cercle, on a par exemple la brochure du cercle Louvre Entreprise, la brochure du cercle international ou encore du cercle des objets d'art qui est proposée et qui est accessible si vous souhaitez du coup adhérer au musée du Louvre. Et les American Friends ont leur propre site internet ainsi que le fonds de dotation du Louvre. Donc c'est aussi des sites qui sont assez facilement accessibles. Alors, il y a une question de Thérèse autour de la notion de partenariat avec les startups. Et je pense que la question tourne autour de est-ce que vous n'avez que des grands mécènes ou est-ce que vous intéressez aussi des plus petites structures? Alors, on s'intéresse également à des plus petites structures. J'en parlerai peut-être dans la slide d'après autour des campagnes Tous Mécènes qui permettent en fait à des entreprises de plus petite taille, donc les TPE et les PME, qui n'ont pas forcément les moyens de s'affilier à un grand projet d'exposition ou de restauration, d'être quand même mécènes du musée du Louvre. Alors, avant de basculer, juste une question de Juliette qui rebondissait sur la notion de mécénat à l'international. Pour les mécènes internationaux, est-ce qu'il s'agit d'entreprises implantées en France et est-ce qu'il y a un dispositif législatif particulier pour travailler avec des mécènes étrangers? Alors du coup, on a des entreprises implantées en France internationale, mais on a également des entreprises implantées à l'étranger qui sont mécènes du Louvre. C'est le cas notamment de nos nombreux mécènes japonais qui, eux, ne bénéficient pas de la déduction fiscale, mais qui souhaitent quand même soutenir le musée du Louvre dans ses grands projets. Et pour ce qui est des mécènes notamment américains, ils peuvent du coup faire un don à travers les American Friends et bénéficier de la déduction fiscale qui s'applique dans leur pays, et notamment dans l'État dans lequel ils sont implantés. C'est extrêmement clair. Peut-être je vois le temps qui avance, on peut peut-être basculer sur la campagne que tu as évoquée tout à l'heure, Mélanie, Tous Mécènes. Oui, alors chaque année, en fait, on lance des campagnes Tous Mécènes qui ont pour visée de promouvoir des projets fédérateurs au niveau national. Donc le musée du Louvre, ça a été le premier musée en 2010 à lancer ces campagnes de crowdfunding pour soutenir, à l'époque, c'était l'acquisition du chef-d'œuvre de Cranach des Trois Grâces. Et depuis, se sont succédés 11 campagnes Tous Mécènes qui appellent chaque année en fait tout citoyen et organismes privés à se mobiliser pour l'acquisition, la préservation ou la restauration d'œuvres qui sont jugées prioritaires à la fois pour nos collections publiques, mais également le patrimoine national. Donc c'est des campagnes de mécénat populaire qui sont devenues vraiment un des grands rendez-vous du musée du Louvre, puisqu'on a des mécènes qui donnent chaque année. On a plus de 60 à 70% de donateurs fidèles à chaque campagne. Et l'objectif de collecte, il est maintenant depuis 4 ans aux alentours de 1 million d'euros. Donc c'est un objectif assez important. Et c'est là où en fait
les startups, les TPE, les PME se révèlent être un soutien particulièrement précieux, puisque on a souvent 90% de l'objectif qui est atteint grâce aux dons des individuels, et les 10% restants sont vraiment les entreprises qui ont souhaité soutenir la campagne Tous Mécènes à hauteur de 200, 500, voire même jusqu'à 15 000 euros. Et c'est en cela que nous, on utilise particulièrement l'outil nomination. Donc, dans le cadre de la dernière campagne Tous Mécènes des Tuileries, l'objectif, c'était en fait de replanter la Grande Allée telle qu'elle avait été imaginée par André Lenôtre. Donc, on a proposé un dispositif de parrainage des 92 ormes de la Grande Allée qu'on est en train de planter actuellement, et également de parrainer les 26 bancs qui ont été restaurés. Et ce qu'on a utilisé, nous, c'est vraiment la recherche avancée dans l'outil de nomination, qui a été en fait un atout précieux pour ce type de projet, pour lequel on recherche un vivier d'entreprise assez spécifique à prospecter, qui répond du coup à des critères plutôt TPE, PME localisés autour du Jardin des Tuileries, et qui auraient un intérêt à soutenir la campagne parce que le Jardin des Tuileries fait partie de leur quotidien, fait partie du patrimoine parisien, patrimoine français, et également parce que ça leur permet d'avoir vraiment une visibilité au cœur du Jardin des Tuileries qui est visité chaque année par 14 millions de personnes, et du coup de s'associer au musée du Louvre avec un montant de dons moins important que pour d'autres projets. Merci Mélanie, et merci pour le petit moment pub pour nomination. Et du coup, hors période de collecte pour la campagne Tous Mécènes, on a également la possibilité de réaliser, en fait, lors de l'achat du ticket du Louvre sur ticketlouvre.fr, un don de 2 euros. Donc, il suffit de cocher le petit câble. Et c'est également un outil qui nous permet de rapporter chaque année plusieurs milliers d'euros au musée. Alors, j'en profite d'une petite question de Jérôme qui est intéressante, qui est assez générique, voire philosophique. Quelles sont les motivations principales des entreprises mécènes? Peut-être Jean, tu veux donner ton opinion là-dessus? Oui, bien sûr. L'ADMICAL, qui est l'association pour le mécénat, le développement du mécénat en France, fait souvent des baromètres. Récemment, nous a mis en avant le fait que les entreprises, donc il y a de multiples facteurs aussi en fonction de la taille de l'entreprise, évidemment. Servir l'intérêt général, bien sûr, pour la motivation des salariés, ça dépend évidemment des contreparties qu'ils peuvent demander. La motivation fiscale n'apparaît jamais dans les premières motivations des entreprises. L'association d'image pour la réputation de l'entreprise, ça apparaît beaucoup. Évidemment, ça dépendra du projet soutenu. Il y a par exemple, nous, des projets en fonction de ce que souhaite l'entreprise qu'on va plus mettre en avant si le souhait de l'entreprise est plus quelque chose de réputationnel, on va plutôt mettre en avant une association à une grande exposition qui aura beaucoup de visibilité. Si, par exemple, elle souhaite plus quelque chose sur les relations publiques, on va plus travailler mettre en avant le cercle Louvre Entreprise, qui est une programmation qui est quelque chose qui est plus sur le networking. Voilà, donc il y a différentes motivations. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Mélanie. Oui, et puis on a des mécènes qui tout simplement font un don au musée du Louvre et ne souhaitent ni avoir de déduction fiscale, ni avoir de visibilité, avec vraiment une action philanthropique. Bien sûr, moi je parlais principalement des entreprises, mais effectivement il y a aussi des entreprises d'ailleurs qui demandent demandent à rester anonymes. J'en ai dans mon giron, donc ça existe encore. Alors, on parle un peu gros sous, Jean. Rapidement, parce qu'on va pas embrouiller tout le monde avec ce magnifique. Alors, j'espère que tout le monde le voit bien, mais de toute façon, je vais vous en parler rapidement. Alors, d'ailleurs, vous y avez tous accès sur le rapport d'activité qui est en ligne. Là, il s'agit du rapport d'activité 2019. Le 2020 n'est pas encore en ligne. De toute façon, on préférait vous montrer 2019 pour vous montrer la répartition générale des ressources au musée du Louvre et vous montrer que dans tous les musées français, la billetterie reste la principale ressource propre. Elle est toujours aussi importante, même pour le musée du Louvre, si je puis dire. Ça décroît évidemment en proportion, mais elle représente toujours à peu près 2/3 des ressources propres. Là, vous voyez qu'on est à peu près à 100 millions d'euros en 2019. Ça tend à décroître légèrement parce que le mécénat aussi prend de l'importance et reste aujourd'hui la deuxième ressource propre du musée. Alors là, on le voit pas parce que on n'a pas le mécénat hors budget qui est mis dedans. Et puis la valorisation du domaine, qui est une part très importante que vous voyez là, elle contient notamment toutes les locations d'espace, les visites privées, les tournages et aussi tout ce qui est revenu des concessions, qui fait partie de notre sous-direction. Mais le mécénat vraiment prend une place de plus en plus importante. En dessous, on vous a marqué un peu les chiffres de 2020 qui sont tout récents. Donc en 2020, évidemment, le musée a été fermé comme tous les musées français, plus de 6 mois.
Donc ça représente plus de 90 millions d'euros de pertes de recettes de billetterie qu'il a fallu compenser au minimum, si je puis dire. On a heureusement des recettes, des aides de l'État, à hauteur de 46 millions d'euros, et un résultat de mécénat et parrainage confondu qui est supérieur à 13 millions d'euros. Donc c'est un chiffre très important et impressionnant pour nous, qui s'explique tout simplement par le fait qu'on a réussi à consolider des mécénats existants en 2020, parce que on s'inscrit sur des démarches vraiment sur du long terme avec nos mécènes, pour ce qui nous permet de voir venir. On n'a pas vraiment eu de nouveaux mécénats en 2020. Il n'y a pas eu de surprise. Évidemment, c'était pas la période. Mais en tout cas, ça nous a permis de faire un bon résultat. Peut-être qu'on verra une incidence dans les années à venir, ce qui nous fait dire encore une fois que la marque a un rôle à jouer. Par contre, pour la marque, on est quasiment à 5 millions d'euros là sur les revenus de marque. C'est le double de l'année précédente. C'est des revenus très importants. Et là, pour le coup, on a eu une démarche proactive en 2020, mais on y reviendra. Et ces résultats sont assez importants. Alors, juste avant de basculer sur comment vous avez finalement un peu fait face à cette année particulièrement compliquée, une question d'Ophélia sur la partie budgétaire. Quel est le pourcentage de mécénat dédié aux projets liés au public, démocratisation culturelle, projets socio-éducatifs, par rapport aux expositions, aux projets de conservation, etc. Est-ce que l'un de vous a ça en tête ? Alors, écoutez, non, je n'ai pas le pourcentage pour les projets liés au public. En tout cas, on a beaucoup de mécènes. Moi, je m'en occupe personnellement parce que je suis référent là au mécénat avec notre service éducation. C'est des montants qui sont moindres pour les projets liés à tous les publics. Donc, par exemple, quand le Louvre va en prison, le Louvre à l'hôpital. C'est des projets qui sont moindres, qui sont souvent soutenus d'ailleurs par des fondations. Mais en tout cas, j'ai pas le rapport de pourcentage. Mais en tout cas, il y a beaucoup de mécènes qui nous aident. On va dire que sur des grands projets de mécénat, expositions, et d'ailleurs, on va le voir à la suite, restauration d'œuvres, etc., on s'attache les services maintenant on a des partenariats avec des grandes entreprises pour des montants très élevés et de moins en moins d'entreprises. Enfin, c'est ce qu'on essaye de faire. Par contre, pour le service éducatif, on a beaucoup de soutien de toutes parts, et parfois plusieurs mécènes sur un projet. Mais on n'a pas de chiffre exact, on va dire, sur... Pas de souci. On va prendre une dernière question sur cette partie un peu budgétaire. Question d'Alice qui nous demande le mécénat de compétences. Est-ce que vous avez une idée de la valorisation et de la part de ce mécénat de compétences parmi Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors du coup, le mécénat de compétences est également hors budget, donc là, il apparaît pas. Il était en 2019, si je dis pas de bêtises, autour de 500 000 euros par an. Et évidemment, il tend à croître également. On a de plus en plus de mécénat de compétences. Pour vous donner un exemple, on est en ce moment sur un projet de fouille archéologique en Égypte, et on est sur du mécénat de compétences. On travaille notamment sur différents sujets patrimoniaux, et on s'attache les services d'entreprise. Là, on a aussi du mécénat de compétences et en nature, qui rentre pas là-dedans. En nature, c'est par exemple le prêt d'une entreprise de matériel pédagogique pour les ateliers pédagogiques du musée. Donc c'est un peu en dessous d'1 million d'euros par an. Alors, et si tu peux répondre en 3 mots aux 2 dernières questions, parce qu'ensuite, on va essayer. Il faut qu'on enchaîne si on veut tenir notre timing. Est-ce que vous avez des revenus, demande Lydia, par rapport à la location de salle? Je crois que tu l'as déjà évoqué dans la valorisation du domaine, c'est ça? C'est la valorisation du domaine, oui, tout à fait. Mais alors là, il y a un autre service qui s'en occupe, qui est le service des événements. Exactement. On a donc dans la valorisation du domaine, là, il y a à la fois une partie comme l'a dit Mélanie, c'est environ 10 millions d'euros par an de concessions. Donc les revenus des concessions du musée, les restaurants, la boutique, etc. Et dedans, il y a aussi à peu près à hauteur de... Je peux pas vous dire de chiffre exact, mais parce qu'on a les tournages aussi qui font partie de ça, on a les locations de salles, et on a aussi tout ce qui est visite privée. Et ça, c'est comme le dit Mélanie, le service des événements qui s'en occupe, mais ça fait partie de la valorisation du domaine. Et c'est des chiffres aussi importants chaque année. J'imagine que le rapport d'activité détaille tout ça, et j'invite tous ceux qui veulent avoir un peu plus de visibilité là-dessus d'aller consulter le rapport d'activité. Oui, tout à fait. Ensuite, ce sera détaillé derrière ce... Parfait. Alors, quittons un peu les gros sous et ces chiffres-là. Mélanie, 2020, on va pas revenir là-dessus, mais
année compliquée pour tout le monde, en particulier pour les musées et puis pour les équipes mécénat. Est-ce que tu peux un peu nous partager comment vous avez essayé de faire face et finalement à cette situation exceptionnelle? Oui, alors nous, on a plutôt essayé de voir les aspects positifs de la crise sanitaire, notamment le fait qu'elle a en fait été un accélérateur pour la transformation numérique du musée du Louvre. Donc, on a constaté particulièrement pendant le premier confinement une forte augmentation globale de la consultation de nos contenus numériques. Donc, du 12 mars au 22 mai, en 71 jours, en fait, le site il a reçu plus de 10 millions de visites. Et à titre de comparaison, sur l'année 2019, on avait totalisé 14 millions de visites. Donc, on a observé vraiment grâce à l'enrichissement de nos contenus. Donc, ça a vraiment été le travail de la direction de la communication et de la direction de la médiation et de la programmation culturelle. En fait, une évolution des usages. Avant la crise, les visiteurs ils consultaient le site essentiellement pour préparer leur venue. Et aujourd'hui, ils viennent au musée du Louvre sur le site internet pour découvrir nos contenus. Alors qu'on pouvait craindre un effondrement en fait, des visites, on atteint en fin 2020 un trafic très supérieur sur notre site internet tout en restant fermé plus de 6 mois dans l'année. Donc, vous avez sur la slide quelques exemples de contenus qui ont été créés durant le confinement par les services que j'ai évoqués et qui sont en fait révélés être des outils particulièrement précieux pour nous pour conserver le lien avec nos partenaires et leur proposer en fait chaque semaine de partager, que ce soit avec leurs clients, leurs collaborateurs, des contenus adaptés du coup au public visé. Donc, on avait des contenus plutôt liés aux familles, aux enfants avec des Odyssées du Louvre en partenariat avec France Inter, ou des contenus un peu plus scientifiques avec des directs de l'auditorium et des conférences ou des concerts en direct qui étaient proposés. Alors Donc, ça, Mélanie, c'est très précieux pour nous, en fait. oui, alors ça, Mélanie, c'était les contenus numériques à destination un peu de tout le public du Louvre. Si on zoome sur la communauté des mécènes, comment on arrive à garder le lien et comment on arrive à faire vivre aussi les expositions à distance? Alors du coup, nous, ça a été notre grand défi auquel on a été confrontés, ça a été de faire vivre l'exposition Corps et âme, qui avait été ouverte au public le 22 octobre et qui a été fermée la semaine suivante et qui depuis n'a pas été représentée au public. Donc là, en fait, encore pour permettre à nos mécènes, notamment les mécènes de l'exposition, que sont Kinoshita et Generali, de partager auprès de leurs clients et leurs collaborateurs cette exposition et de la promouvoir, on a développé de nombreux contenus qui étaient adressés à différents types de publics. Donc là encore, on retrouve un épisode des Odyssées du Louvre qui s'adresse plutôt à un public familial pour les enfants. On a réalisé aussi une vidéo en fait de déambulation au sein de l'exposition qui a permis en fait au public de découvrir un peu les œuvres qui étaient présentées. Et on a diffusé en fait des présentations de l'exposition à l'auditorium du Louvre. Donc là, un contenu qui était un peu plus scientifique et qui s'adressait plutôt à un public, on va dire, qui avait des connaissances sur l'histoire de l'art. Donc nous, c'est des contenus qu'on a vraiment partagés auprès de nos partenaires que sont Kinoshita et Generali et qui, du coup, eux, qui leur ont permis de promouvoir l'exposition auprès de leurs clients, auprès de leurs collaborateurs et auprès de manière plus générale du public. Et si on prend un peu de recul et en dehors de cette exposition, sur la manière dont vous avez réussi à animer vos mécènes? Alors du coup, pendant le premier confinement, c'est plutôt en fait focalisé sur la fidélisation de nos partenaires plutôt que la prospection. D'abord parce qu'on ne savait pas forcément quel projet sur les années futures allait peut-être être annulé ou retardé. Et ensuite, parce que l'objectif, c'était vraiment en fait de promouvoir nos collections auprès de nos partenaires qui ne pouvaient pas venir au musée. Donc l'objectif, nous, ça a été d'envoyer en fait des contenus de façon hebdomadaire auprès de nos partenaires et de nos mécènes et de mettre à profit cette période de fermeture en fait pour leur permettre de créer des contenus spécifiques. Et c'est notamment le cas d'AXA qui a fait un tournage au sein du musée du Louvre autour des femmes artistes et qui l'a diffusé à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. On a également eu la MGN qui a partagé l'exposition Petite Galerie, donc la visite en ligne qu'on propose auprès à la fois de ses collaborateurs qui sont au nombre de 10 000, mais également auprès de ses affiliés qui sont au nombre de 4 millions. Donc en fait, nos mécènes sont également des outils, enfin des relais précieux de démocratisation culturelle. Alors,
plein de questions qui arrivent. Alors, les questions arrivent par vagues, donc des fois, j'ai du mal à toutes les modérer. Donc, désolé si je suis un peu lent. Alors, première question. Mélanie, est-ce que tu peux juste redonner les chiffres de visiteurs sur le site du Louvre avant, après la crise? Alors, en fait, avant la crise, sur l'année 2019, on avait eu exactement 14,1 millions de visites. Et en fait, pendant la fermeture du musée du Louvre, donc du 12 mars au 22 mai, donc c'est 71 jours du premier confinement, le site a reçu 10,5 millions de visites. Donc, on le voit, une accélération forte. Question de Muriel, est-ce que vous avez créé des contenus spécifiques pour les mécènes? Je pense que tu illustres bien dans cette slide les différents contenus un peu plus spécifiques que vous avez pu faire. Alors tout à fait, on a surtout aussi, on en parlera par la suite, réalisé des conférences en ligne, donc là qui étaient uniquement à destination de nos partenaires, parce que l'ensemble des contenus proposés, à moins qu'ils aient été créés spécifiquement par le mécène, comme c'est le cas d'AXA, étaient proposés à l'ensemble du public, toujours dans cette logique vraiment de démocratisation culturelle et de partager nos collections au plus grand nombre, et pas uniquement auprès de nos partenaires privilégiés. Alors, question un peu pointue d'Elian, et désolé si je écorche le prénom, autour sur la partie numérisation, on va dire, qui pose une question très intéressante sur les NFT, les non-fungible tokens, donc les œuvres d'art virtuelles. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez activé au Louvre ou pas encore? Pas encore. Nous, ce qu'on vient déjà de mettre en place la semaine dernière, ce sont nos collections en ligne. Donc maintenant, on est enfin, nos collections sont enfin consultables en ligne. On a proposé plus de 400 000 œuvres à disposition du public avec les détails qui sont visibles et du coup les cartels qui sont expliqués. Donc c'est déjà une première étape, on va dire, dans la numérisation de nos collections. Merci beaucoup. Alors, peut-être qu'on avance, hein, le temps passe, le temps file. Oui, alors, très rapidement, en fait, on a également utilisé beaucoup le réseau social LinkedIn pour promouvoir nos partenariats. C'est un réseau social sur lequel, en fait, la promotion de nos partenaires est très bien reçue. Et l'objectif, c'était vraiment, du coup, de mettre en avant les partenariats qu'on peut avoir, notamment, Jean parlait du Louvre à l'hôpital. On a vous a mis l'exemple d'une publication, du coup, qui a été particulièrement bien reçue, puisqu'elle a plus de 3500 likes ce matin, et qui permettait de mettre du coup en exergue notre partenaire Crédit Agricole Picardie qui a soutenu ce projet. Donc notre objectif, c'est vraiment de diversifier l'audience du Louvre grâce à LinkedIn et de s'appuyer en fait sur les employés du musée pour créer un maillage efficace et renforcer la communication corporate. Merci Mélanie. Peut-être un mot sur les conférences en ligne qui était un sujet important à la fois pour fidéliser, puis peut-être on le verra avec Jean pour aller même un peu plus loin. Tout à fait. Alors nous, en fait, le défi auquel on a été confrontés, ça a été de faire vivre nos cercles de mécènes en une période où le musée était fermé, on n'avait pas d'événementiel, alors que c'est vraiment un type d'offre qui est tourné vers les relations publiques et qui repose sur des rencontres régulières, des visites du musée, des soirées cocktails, des petits déjeuners. Donc on a décidé de mettre en place des conférences en ligne qui étaient cette fois-ci réservées vraiment à nos partenaires, donc que ce soit le Cercle international ou encore les membres du Cercle Louvre Entreprise, qui portaient sur des thématiques spécifiques et qui bénéficiaient de l'intervention soit directement des conservateurs du musée ou alors de conférenciers. Et en fait, on a reçu tellement de retours positifs et un engouement de nos partenaires qu'on a décidé d'intégrer ces conférences en ligne dans notre offre de contrepartie, comme on peut proposer des mises à disposition d'espaces, du ticket du Louvre gratuit. Et on s'est également du coup servi de cet outil. En tout cas, on va s'en servir comme outil de prospection et je vais peut-être laisser Jean détailler un peu plus. Oui, tout à fait. Donc en fait, chaque année, on a une visite in situ de prospection qu'on appelle une visite contact. Alors 1 à 2 fois par an, qui est sous forme de petits déjeuners, où ça nous permet de rencontrer des entreprises qu'on n'aurait pas eu l'occasion de rencontrer auparavant, des anciens mécènes, etc. Donc là, on prospecte assez largement via une campagne d'emailing, d'ailleurs via nomination, qu'on est en train de faire en ce moment, mais en ligne. Donc c'est là pour le coup, c'est très récent et on expérimente ce format-là, donc également pour la prospection, à savoir une visioconférence pour des personnes voilà, qu'on ne connaît pas forcément et qu'on espère ensuite recontacter si évidemment ça serait aussi l'occasion de présenter notre activité en introduction, savoir que c'est le service mécénat qui les invite et voilà, donc on a aussi cette phase-là sur cet aspect-là sur la prospection. Alors, une question qui se répond en quelques mots. Question de Fabienne, est-ce que vous acceptez tous les mécénats ou est-ce que vous avez des filtres?
Nous, on accepte, on va dire, tous les mécénats, que ce soit les mécénats en nature, de compétences ou numéraires. Après, je ne sais pas ce qu'elle entend par filtre. Nous, après, tous les La montants question se sont pose possibles. peut-être est-ce que vous avez des critères pour retenir certains mécènes? Tout à fait, on a une charte de mécénat qui est d'ailleurs disponible sur notre site internet si vous souhaitez la regarder en détail. Et effectivement, on fait quand même attention à notre association d'images, à ne pas dévoyer l'image du Louvre et à choisir du mécène qui nous semble cohérent pour les projets qu'ils soutiennent. Oui, d'autant plus aujourd'hui avec avec le développement de la marque et des partenariats, donc les associations d'images. Là, on fait vraiment d'autant plus attention avec qui on s'associe, avec des entreprises les plus vertueuses possibles et surtout qui respectent, avec qui on est en accord sur les valeurs notamment. Alors, les conférences en ligne attirent plein de questions, donc on va essayer d'en répondre très rapidement à quelques-unes. Ces conférences en ligne, est-ce que c'est plutôt des visites virtuelles ou plutôt en mode webinaire avec un diaporama? Alors, c'est plutôt en mode webinaire avec un diaporama. Et après, pourquoi pas, nous, développer en fait des visites en ligne qui seraient filmées en amont. Et après, on pourrait passer du coup la vidéo avec un conférencier ou un conservateur qui expliquerait l'exposition, notamment dans le cadre des expositions temporaires, ce qui permettrait de les faire voyager auprès du plus grand nombre et notamment auprès de nos mécènes, que ce soit les mécènes asiatiques ou américains qui n'ont pas l'occasion de venir au musée du Louvre. Et puis, alors après, et ensuite, on enchaîne, question un peu large, alors peut-être compliqué, genre à répondre en quelques mots. Question de Christelle, comment se crée un réseau de mécénat d'entreprise? Comment les contactez-vous? Alors ça, on va y venir juste après. Peut-être que ce sera dans la troisième partie justement Ça marche. sur Tu as les méthodes. raison, Jean. Alors, au-delà de ces conférences en ligne, vous avez aussi, Mélanie, fait quelques opérations un peu exceptionnelles. Tout à fait, on a fait quelques opérations plutôt one-shot, donc je vais passer très rapidement. On a eu notamment le concert United at Home, qui a permis en fait de faire partager grâce aux réseaux sociaux et à Internet en cette période où le voyage était impossible, de nous retrouver pour un événement unique et festif à l'occasion du Nouvel An dans ce lieu magique qui est la Cour Napoléon avec la pyramide pour décor de fond. Et c'était en fait un concert qui avait aussi une visée caritative et qui permettait de soutenir les actions de l'UNICEF, des Restos du Cœur, mais également on avait le choix aussi de faire un don au musée du Louvre pour soutenir le musée en cette période de fermeture. Et on a pu lever ainsi plusieurs milliers d'euros. Et peut-être une action un peu plus importante qu'on a réalisée aussi l'année dernière, ça a été du coup la vente aux enchères Enchérissez pour le Louvre. On a réalisé avec la maison de vente Christie's et également le soutien de Drouot et qui a permis en fait de lever plus de 2 millions d'euros de gains qui ont été entièrement reversés à un projet qui s'appelle le Studio, qui sera un nouvel espace dédié à l'émancipation artistique et culturelle, qui ouvrira, on l'espère, à l'automne 2021 et qui a en fait bénéficié également du soutien de nos mécènes. Donc c'est aussi une autre façon pour eux de nous soutenir à travers la vente de lieux exceptionnels comme l'Acheveau Constantin ou alors d'expériences exclusives et de soutenir le musée du Louvre en cette période de fermeture avec, on va dire, une autre forme de soutien que le mécénat numéraire direct. Et c'est une opération qui a été assez inédite, qui s'est soldée par un beau succès et qui a en fait été marquée aussi par l'annulation du Grand Dîner du Louvre, cette période, puisque le Grand Dîner du Louvre devait avoir lieu le 1er décembre et devait lancer cette vente aux enchères. Donc on a été ravis d'avoir autant de succès, de pouvoir rapporter des fonds pour ce projet d'émancipation artistique et culturelle à une période particulièrement difficile pour le musée. Alors, je pense que ce serait intéressant maintenant de se projeter un peu peut-être sur des nouvelles perspectives. Alors, Jean, est-ce que désormais, au Louvre, vous approchez vos mécènes de la même manière que vous le faisiez il y a encore quelques années? Voilà une très bonne question. Bah, du coup, on va revenir sur la question d'avant. Bon, déjà, sur 2020, comme l'a dit Mélanie, évidemment, ça a été une période particulière, surtout pendant le premier confinement. L'intérêt pour nous, c'était vraiment de garder nos mécènes existants, fidéliser, garder le contact avec eux, mais surtout pas de la prospection très active. C'était à la fois pas le moment parce que les entreprises étaient parfois dans de mauvaises situations, revoyaient leur budget mécénat, mais aussi parce qu'il y avait d'autres priorités, évidemment, pendant cette crise. Donc, c'était pas à nous de mettre en avant le mécénat culturel. On y est revenu petit à petit et c'est plutôt, en tout cas, la marque qui, elle, a été proactive durant cette année-là. Sur l'approche de mécénat, nous, on dit plutôt direct plutôt que
formel parce que, et on nous pose souvent cette question, comment on approche les mécènes. On n'a pas vraiment de méthode type, mais on fait plutôt du cas par cas. On va dire que la méthode classique qu'on pouvait avoir avant, je pense que on utilise aussi de manière générale dans le mécénat culturel, et qui était de faire un courrier signé de notre président avec un parapheur, etc., qui allait de président à président. On l'utilise plus, ou du moins très peu. Aujourd'hui, chaque chargé de mécénat ou de partenariat est vraiment responsable de sa prospection en fonction des projets qu'il a à gérer, hein. Et peut passer soit par LinkedIn, donc des outils des réseaux sociaux plus directs, parce qu'on cherche un contact opérationnel et que c'est plus simple d'avoir un premier contact avec un contact opérationnel pour qu'ensuite il fasse remonter notre demande. Par un mail direct quand on trouve le contact opérationnel. Et nous, on s'appuie sur une base de données vraiment importante qu'on met à jour, notamment grâce à la base nomination. Et voilà, donc cette prospection, elle a changé, notamment parce que les entreprises se professionnalisent et que le nombre de mécènes a presque doublé depuis 2010, que les pratiques d'engagement sont de plus en plus structurées, pas seulement dans les grandes entreprises d'ailleurs, hein, pas seulement les grandes entreprises qui ont des structures dédiées comme le fonds de dotation ou les fondations. Les entreprises ont des mesures d'impact de plus en plus, un personnel expert, comme je le disais, donc on s'adresse plus forcément aux mêmes personnes, à nous d'être justement préparés. Moi qui suis référent éducation artistique et culturelle, j'ai souvent affaire à des fondations. D'un côté, c'est très positif parce que ça me permet de trouver des contacts facilement sur les sites de fondations, de trouver les bonnes personnes à qui parler, d'avoir des rendez-vous assez facilement finalement. Mais d'autre part, je parle à des experts en leur domaine, hein. Je pense à la Fondation M6 par exemple, hein, parce que c'est un bon exemple, qui est depuis longtemps dans le domaine carcéral. Voilà, ils connaissent très bien leur sujet. Ils pourraient en parler d'ailleurs avec nos équipes d'éducation aussi. Donc à nous de bien préparer en amont et de bien cibler notre approche. Quand il s'agit de fondation, parfois quand on est sur un aspect plus marque, parrainage, l'accroche peut être différente. Le mécénat stratégique, on va dire, chez les entreprises où le partenariat est de plus en plus assumé. Donc à nous de mettre en lumière le potentiel de collaboration qu'il peut y avoir avec nous. En quoi on s'inscrit dans une collaboration, on a les mêmes valeurs, etc. Donc une collaboration cohérente, et surtout on essaie de se mettre au même niveau. Et de pas arriver avec une position dominante, hein, du musée du Louvre, un lieu prestigieux, et vraiment on se met au même niveau, on essaie de parler un peu le langage de l'entreprise. Aujourd'hui, on est plus sur des collaborations donnant gagnant-gagnant, en tout cas pour ce qui est des collaborations d'image. Sur l'événementiel, très rapidement, parce que je sais qu'il nous reste très peu de temps. Pardon, est-ce que tu peux revenir à la slide juste avant? On profite de nos espaces existants, bien sûr, hein, de nos merveilleux espaces pour cultiver notre réseau tout au long de l'année. Donc, on fait des déjeuners 1 à 2 fois par an avec des directeurs de communication, par exemple, de nos mécènes, hein. C'est un moment aussi pour les remercier, pour partager nos stratégies de mécénat, parler du Louvre aussi, avec d'autres personnes, pas seulement du mécénat, mais ça nous permet de faire venir aussi notre directeur des relations extérieures, par exemple, notre directrice des événements, directrice de la communication, etc. On a le grand dîner du Louvre dont vient de parler de Mélanie, je vais pas revenir dessus. Et les visites dont je parlais, elles sont souvent sur place. Voilà, donc... Peut-être un point sur la transversalité qui est quand même un tout à fait hyper important au Louvre, dans l'équipe mécénat. Tout à fait. Donc évidemment, ça revient à ce qu'on disait au tout début, l'interconnexion entre les pôles. Évidemment, le mécénat classique existe toujours aujourd'hui, il est toujours aussi important. Il nous permet d'avoir des dons assez exceptionnels pour des expositions. Quand je dis classique, c'est pour des expositions avec des contreparties que tout le monde connaît ici, bien sûr, de location d'espace, un logo sur l'affiche, etc. Aujourd'hui, il y a aussi de plus en plus de partenariats qu'on appelle hybrides, qui partiraient par exemple avec Vacheron Constantin d'un mécénat, hein, parce qu'ils sont mécènes depuis de nombreuses années, et c'est souvent le cas d'ailleurs, et qui peuvent se prolonger sur une association d'images et une vraie collaboration, là pour le coup avec Vacheron Constantin, artistique et culturelle, avec cette grande maison horlogère, puisque voilà, on partage des valeurs, notamment sur l'artisanat, et là toute la collaboration va être sur l'échange de savoir-faire autour de nos ateliers d'art respectifs. Donc toutes les équipes de notre sous-direction se doivent de connaître un petit peu notre stratégie de marque, de parrainage, etc. et sont prêtes aussi lors d'un rendez-vous à présenter non seulement les possibilités d'association en mécénat, mais également en images. Et on peut tous être amenés à travailler sur ces sujets-là. Là, le partenariat complet dont on parle sur PSA, il a commencé par du marketing pur et dur, hein,
des campagnes de publicité qui ont été sur du mass média. Là, vous voyez en bas à droite l'image de la campagne qui avait été faite avec DS ces dernières années. Ensuite, il s'est poursuivi récemment avec une licence de marque sur des voitures qui sont éditées en série limitée, des voitures Louvre PSA. Et de l'autre côté, vous avez donc là c'est le groupe, hein, et de l'autre côté vous avez la fondation PSA qui est partenaire, qui est mécène depuis de nombreuses années de la petite galerie du musée du Louvre. La petite galerie, c'est un espace d'exposition pédagogique, vraiment à destination des familles, des scolaires, qui est au cœur du musée et qui a aussi une itinérance qui nous permet d'aller à la rencontre des publics, et notamment notre partenaire, donc la PSA, nous permet de présenter cette exposition au sein des usines. Donc elle voyage chaque année. Alors Jean, je sais que tu pourrais en parler pendant des heures, mais on va essayer d'être très court. Parlons un peu de la marque peut-être. On va passer très vite sur cette slide. Du coup, là, c'était simplement pour dire que, évidemment, on valorise à chaque fois qu'on présente notre activité, le Louvre pluriel, en fait, hein, parce qu'on n'est plus seulement à Paris aujourd'hui. On travaille avec les équipes de Lens aussi, puisqu'on est en région, comme vous le savez. Et depuis quelques années, au Louvre, à Abu Dhabi aussi. Et on met en avant, bien sûr, maintenant, quand on rendez-vous nos différentes associations, les différentes associations qu'on a pu faire avec des marques comme Bully, que vous voyez au centre, plutôt de niche, de luxe, et maintenant aussi des marques plus grand public comme Swatch, avec des collaborations qui sont toujours bien sûr en rapport, en lien très étroit avec nos collections et qui doivent toujours raconter quelque chose. Donc là, on va passer à la dernière partie pour vous parler des orientations et des perspectives qu'on peut avoir. Je veux bien que tu avances. Voilà, merci beaucoup. Donc sur la valorisation de la marque Louvre, on y revient, mais c'est vraiment pour vous dire que c'est moteur aujourd'hui et que c'est pour nous une des alternatives de financement, de diversification des ressources qu'on a identifiées, puisqu'on a notre agent de licence et qu'on est un peu proactif dessus. Donc on poursuit notre stratégie d'innovation à travers ça. Il y a différents leviers, on en a parlé, donc les produits dérivés évidemment, les concessions, hein, qui c'est aussi une expérience au sein du musée qui véhicule la marque et les valeurs. Donc on fait attention à nos associations aussi, et on apporte des concepts un peu plus marketés. Là, on a le bistrot Benoît qui est avec Alain Ducasse au centre du musée. On a la crêperie Rosa Bonheur que certains connaissent certainement, qui est dans les Tuileries. Différents leviers, donc les partenariats, c'est les partenariats d'image dont on a parlé. Le parrainage aussi. Sur les axes de développement, nous, ce qu'on souhaite à l'avenir, c'est d'avoir un commerce unifié, de contrôler aussi notre commercialisation, à la fois in situ, parce qu'on a aujourd'hui un pop-up store qui est en face de la librairie boutique du musée, qui nous permet de présenter nos associations de marques pendant 3 à 6 mois chaque année, qui est vraiment une vitrine de nos collaborations. En ligne, on va le voir juste après, parce qu'on vient de lancer notre site de boutique en ligne. Et puis après, à l'avenir, pourquoi pas dans des travel retail, donc dans les centres de transport, les espaces officiels un peu partout aussi. Les licences industrielles, c'est les licences en marque blanche classiques qu'on a l'habitude de voir dans les boutiques, qu'on continue bien sûr à faire, hein, et tout ce qui est co-branding. Là, vous avez les exemples en dessous. On a commencé avec Lego, c'était la première en 2015, avant d'avoir un agent de licence. Et petit à petit, on développe ces collaborations en lien avec des marques qui nous ressemblent, si on peut dire, et surtout parfois en lien aussi avec notre collaboration. C'est ce que vous voyez au-dessus avec Bernardo et Saint-Gobain. Ça a été fait à l'occasion des 30 ans de la pyramide. Pour Saint-Gobain, on a ressorti le verre de la pyramide, voilà, et parfois de plus en plus avec des marques grand public aussi. Vous avez les espaces publicitaires dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui maintenant nous permettent de mettre en avant plus nos collaborations. Alors, je pense que si on garde encore si on veut garder quelques minutes pour les nombreuses questions, on peut peut-être aller rapidement. Tu nous as parlé. Voilà, donc ça c'était. Pardon Benoît, ça c'était donc la boutique qui vient d'ouvrir, dont je vous parlais. Donc c'est le rare aspect positif, hein, de la pandémie, c'est le fait d'avoir pu avancer sur les recherches et sur la refonte du site en ligne. Donc comme le disait Mélanie, on a plus de 480 000 notices en ligne qui ont été mises en ligne, pardon. Donc on a une meilleure lisibilité, une approche plus narrative, et surtout on a un univers numérique qui est cohérent avec la charte graphique du musée du Louvre. Donc là, vous pouvez passer du site officiel du musée à cette e-boutique qui est mise d'ailleurs en avant grâce à
à la communication grâce à notre service com, grâce à notre service publicité sur les différents canaux du musée. Le Grande Galerie, c'est notre trimestriel, mais on a aussi la possibilité de le faire assez exceptionnellement sur Instagram, qui reste un réseau social qui est très apprécié de nos nos visiteurs et qui est plus sur du contenu histoire de l'art. Donc on fait très attention, bien sûr, là, quand on communique, à bien différencier nos posts plus à caractère commercial de nos posts histoire de l'art. Donc ça reste bien sûr exceptionnel et on fait attention à bien le différencier. Voilà, donc on est appuyé par nos équipes de com. Alors, peut-être un mot sur un projet, ce que tu as appelé les projets englobants, les projets un peu... Oui, tout à fait. Donc, quand on souhaitait parler des nouvelles perspectives, on a décidé de mettre ça en avant. Il y en aurait d'autres, hein, mais dont on pourrait parler. Mais les projets englobants, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il est préférable d'avoir un très grand partenaire plutôt que de multiples partenaires sur des projets qui concernent les départements. Donc là, on va fonctionner, nous, par département de conservation. Là, on vous a mis l'exemple du département des antiquités égyptiennes, avec qui je travaille personnellement directement, donc c'était plus simple pour moi d'en parler. On met en œuvre maintenant des capital campaigns. Au lieu de travailler directement simplement sur juste une restauration d'une œuvre ou une acquisition, etc., on a un projet qui est englobant puisqu'il va se dérouler sur plusieurs années et il va avoir des montants assez significatifs. Donc, on va chercher un grand partenaire. Et quand on dit partenaire, c'est parce que, évidemment, on n'est plus simplement sur du mécénat, mais on pourrait, pourquoi pas, être sur du parrainage, utiliser un projet vraiment à fort impact pour avoir une visibilité, une grande visibilité. Aussi, utiliser les espaces existants, pourquoi pas, du département des antiquités égyptiennes. Et donc là, cette campagne en question, c'est la campagne de Serapeum, qui sont des collections du site antique autour du Caire, dont on a beaucoup d'œuvres aujourd'hui qu'on souhaite restaurer. Mais il y a aussi, avant ça, une campagne muséographique, des publications scientifiques, etc. Donc ce grand tout rentre dans la campagne Serapeum et nous permet de lever des fonds significatifs auprès d'un grand partenaire de préférence, avec une approche sectorielle, parce qu'aujourd'hui, nos grands mécènes nous demandent des contrats d'exclusivité sectorielle. Alors, c'est pas à l'échelle du Louvre, c'est sur bien sûr les projets qu'ils soutiennent. Donc là, on a l'exemple des parfumeurs qui soutiennent les opérations au Jardin des Tuileries. Ils veulent bien sûr pas être mélangés avec leurs concurrents. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte à chaque fois qu'on fait notre prospection. C'est très clair. Alors, juste Mélanie, parce que toi, tu ne vois pas le chat puisque tu présentes le support. Juste pour te dire qu'il y a plein de messages qui te remercient et qui remercient également Jean sur tout ce que vous dites et tous les échanges que vous avez avec le public. Vos interventions sont particulièrement appréciées. Alors, peut-être un petit point pour terminer. On parle un tout petit peu mécénat individuel, Jean ? Merci beaucoup en tout cas pour ces appréciations. On essaie d'être le plus clair possible. Nous, on est en entreprise, en mécénat entreprise, donc évidemment, on essaye de parler du mieux possible de tout l'ensemble de notre diversification des ressources. Très rapidement, pardon. Donc oui, on veut mettre en avant le mécénat individuel, qui est pour nous un axe de mécénat à fort potentiel. On sait que le mécénat entreprise, c'est une réalité et fragilisé par la crise. Les budgets des entreprises évoluent. On a eu le cas de figure récemment avec différentes mécènes et on le sait, ça va être amené, ça va évoluer dans les mois et les années qui viennent. Donc le mécénat pour nous individuel reste un axe à fort potentiel. Vous avez là la diagonale de nos mécènes, c'est pour vous dire que nos donateurs individuels, comme le disait Mélanie, peuvent aller du don à 5 euros aux très grands donateurs. Là, on a mis des montants exorbitants. Très sincèrement, on n'a pas de mécène qui donne 500 000 euros aujourd'hui, mais ça peut être un objectif. En tout cas, voilà la diagonale qu'on s'est mise en tête. En fait, c'est plutôt des mécènes qui donnent au fonds de dotation à 500 000 euros. Oui, voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément des montants aussi élevés, je veux dire, pour des particuliers. En tout cas, on a mis en orange là le club des ambassadeurs. C'est pour nous un axe qui pourrait être intéressant d'avoir un conseil des ambassadeurs qui sont un groupe de leaders dans leur domaine, qui sont proches de l'institution, à qui l'objectif d'une campagne est prêt à s'engager financièrement et donner du temps dans le rôle d'ambassadeur, qui nous permettent, ce sont des relais, qui nous permettent d'obtenir des dons majeurs et surtout nous d'utiliser leur carnet d'adresses. Parce qu'effectivement, le mécénat individuel, c'est une approche de mécénat qui est vraiment particulière, qui est une approche différente du mécénat entreprise. Et donc, parfois, on a peut-être besoin aussi d'aide pour aller attirer des mécènes, des particuliers, peut-être différemment d'une prospection entreprise. Nous arrivons au bout du délai qui nous avait été accordé. On a essayé d'être le plus rythmé possible dans cette heure de présentation. Mélanie, peut-être un petit mot de la fin ?
Mais en tout cas, moi, j'ai pas la possibilité de voir les questions, de voir le chat. Donc, je souhaitais remercier l'ensemble des personnes qui ont écouté cette présentation et également vous remercier pour vos nombreuses questions qui témoignent de l'intérêt à la fois pour le musée du Louvre et pour ce sujet du mécénat. Et je pense que c'est au cœur de l'actualité en ce moment. Jean, toi, ta conclusion de cette heure? Non, on est ravis de voir, surtout là, je vois le nombre de personnes en ligne, c'est assez impressionnant. On est ravis de voir que ce sujet passionne. Et merci à tous pour votre attention. On espère avoir été assez clair, évidemment, dans toutes nos présentations. À mon tour de remercier énormément Mélanie et Jean qui ont fait tout le travail. Ne nous mentons pas, hein, moi j'ai pas fait grand-chose sur cet événement. Merci beaucoup Mélanie. Sache qu'il y avait au pic, on est monté à plus de 300 personnes connectées. Donc Mélanie avait angoissé un tout petit peu de cette audience. Je crois que c'était la première fois que tu faisais cet exercice. En tout cas, vous en êtes super bien. Pas le nombre d'auditeurs. Vous en êtes super bien sortis. Merci encore au CITEM pour nous avoir accueillis ce matin. Et une fois de plus, hein, n'hésitez pas à retrouver nos profils sur les réseaux sociaux ou à nous contacter directement si vous voulez prolonger les échanges. Je suis sûr que Jean et Mélanie seront enchantés de pouvoir continuer. Comme j'ai pu vous le partager dans le chat, normalement, le replay et le support seront disponibles à la fin de la présentation. J'imagine directement sur le site. En tout cas, il est 10 heures. On a tenu le timing. Bravo à tous les deux. Et merci à tous pour cette présentation. Au revoir. Merci beaucoup.